Salut à tous, je suis Max et à 28 ans, j'ai enfin réussi. J'ai acheté ma première maison. C'était plus qu'un simple lieu de vie. C'était un symbole, une promesse que je m'étais faite après des années à trimer comme développeur de logiciels. Ce sentiment, franchir ma propre porte d'entrée, sachant que c'était à moi, surtout après avoir grandi dans une famille où le mot intimité ressemblait à une cruelle plaisanterie. C'était tout. Mais je jure que je n'aurais jamais pu prédire à quelle vitesse cet espace sacré serait violé. Grandir chez les Morgan, oh là là, l'intimité était un luxe pour les autres, pas pour nous. Mon père Richard était un comptable micro-gestionnaire et ma mère Karen était une mère hélicoptère avant même qu'on ait un nom pour ça. Leur philosophie était limpide. Famille signifie pas de limite. Point final. Et ils vivaient selon ce principe. Quand j'avais 13 ans, mon père a installé un logiciel de suivi sur mon ordinateur, envoyant tout mon historique internet directement à son email. Je l'ai découvert quand il m'a fait la morale sur mes recherches sur la Révolution française. Il s'inquiétait de mon intérêt pour les événements historiques violents. J'étais humilié. Puis, à 15 ans, l'idée que ma mère se faisait de ranger ma chambre signifiait généralement lire mon journal intime. Elle évoquait nonchalamment mes pensées les plus profondes sur mes béguins ou mes amitiés au dîner, offrant des conseils tandis que papa hochait simplement la tête, approuvant chaque violation. Quand j'ai eu 17 ans, mon nouveau smartphone est venu avec une condition non négociable. Ils auraient le mot de passe et pourraient le vérifier quand ils le voulaient. Chaque fois que je protestais, papa me sortait son mantra. Nous sommes tes parents. Nous avons le droit de tout savoir sur toi. Quand tu paieras tes propres factures, alors tu pourras avoir des secrets. Cette phrase était en quelque sorte notre devise familiale. L'université à Arizona State, la liberté pure et sans phare. À 6 heures de Sacramento, leur surveillance constante est finalement devenue impossible. Et je me suis épanoui. J'ai figuré sur la liste du doyen, j'ai géré ma propre vie, j'ai noué de vraies amitiés, tout ça sans la moindre suggestion parentale. Après mon diplôme, j'ai enchaîné quelques appartements en colocation, mais mes parents les voyaient juste comme des maisons d'entraînement temporaires. Ils croyaient honnêtement que je finirais par retourner à Sacramento, que mon indépendance n'était qu'une phase. Ils n'ont jamais compris que chaque nuit tardive, chaque dollar supplémentaire que j'économisais, chaque choix de carrière que je faisais était une étape stratégique vers la construction d'une vie véritablement indépendante. Mon travail chez RapidTech, une société de logiciels en pleine croissance, était exigeant. De longues heures, un dévouement total. Pendant que mes collègues se plaignaient, je me portais volontaire pour les heures supplémentaires et les projets du week-end. Chaque centime supplémentaire allait directement dans mon fonds pour la maison. Mon superviseur, Blake, a vu ma motivation et m'a vraiment pris sous son aile, accélérant mes promotions et augmentant encore plus mes économies. Après 4 ans d'économies acharnées et un petit héritage de mon grand-père, le seul membre de la famille qui semblait comprendre mon besoin d'autonomie, j'ai finalement eu assez pour un apport. La recherche de maison fut un marathon. 67 propriétés en 8 mois. J'ai fait des recherches sur les taux de criminalité, les impôts fonciers, le potentiel d'appréciation. Je voulais que mon investissement soit solide comme le roc. Ma décision inattaquable, car je savais que mes parents remettraient tout en question. Et puis, quand je m'y attendais le moins, je l'ai trouvé. Un bungalow des années 1950 à Roseville. 2 chambres, une salle de bain et demi, du parquet caché sous une vieille moquette, une bonne structure déguisée par des installations démodées. Surtout, c'était à 30 minutes de la maison de mes parents. Assez proche pour les visites, mais assez loin, pensais-je, pour que les visites à l'improviste soient gênantes. La veuve âgée qui en était propriétaire, déménageant en maison de retraite, a choisi mon offre plutôt que des offres plus élevées parce que je lui avais écrit une lettre promettant de restaurer son charme d'origine. Le jour où j'ai signé ses papiers de vente, le poids de ses clés dans ma main, c'était la première fois que je me sentais vraiment adulte, comme si j'avais mérité ma place dans le monde. Les 2 premiers mois dans ma nouvelle maison ont été une révélation. Paix, autodétermination. Mes matinées commençaient avec un café sur ma petite terrasse arrière, à écouter les oiseaux, pas les commentaires de mes parents sur mon parcours professionnel. Les week-ends sont devenus un joyeux tourbillon de projets de restauration, décaper de la peinture, refaire les planchers, apprendre les bases de la plomberie sur YouTube et d'innombrables voyages à Home Depot. Mon meilleur ami Nathan m'a aidé à installer des ventilateurs de plafond et à peindre les armoires de cuisine en bleu marine profond, une couleur à laquelle ma mère aurait absolument mis son veto car trop sombre, mais qui m'apportait tant de joie.
ma collègue Amélia m'a appris à bouturer des plantes d'intérieur, qui ont lentement rempli chaque coin ensoleillé. C'était ma famille choisie, célébrant mon indépendance sans remettre en question chacun de mes gestes. Après 6 semaines, j'ai organisé mon premier dîner. Cet ami serré autour de ma table à manger vintage, mangeant des lasagnes dans des assiettes dépareillées et buvant du vin dans des bocaux maçonnes parce que, soyons honnêtes, je n'avais pas encore acheté de verre correct. La maison bourdonnait de conversations et de rires, la baptisant officiellement comme étant vraiment la mienne. En partant cette nuit-là, chacun d'entre eux a commenté à quel point la maison me ressemblait déjà. Organisée, mais confortable, modeste, mais réfléchie. Mes parents étaient venus une fois pour une pendaison de crémaillère gênante. Ma mère a critiqué chaque imperfection, tandis que mon père calculait bruyamment la plus-value que je pourrais réaliser avant de passer à une maison familiale. Ils sont partis après 1 heure, clairement déçus que je ne les ai pas consultés pour l'achat. Leur mot d'adieu était « on est juste à un coup de fil. Quand tu auras besoin d'aide pour retaper cet endroit, venez » avec une supposition tacite que ces appels étaient inévitables et imminents. Je n'ai pas appelé. Au lieu de cela, je me suis délecté de résoudre chaque défi de rénovation moi-même ou avec des amis qui respectaient ma vision. Cette confiance grandissante s'est répandue dans tous les aspects de ma vie. J'ai commencé à m'exprimer davantage au travail, à sortir avec des limites plus claires. Je devenais enfin la version de moi-même qui avait toujours été cachée sous les attentes de mes parents. Cette paix fragile, elle a duré exactement 63 jours. Le jour où tout a changé a commencé comme n'importe quel autre, avec une crise de codage au travail. Une vulnérabilité de sécurité critique quelques heures avant une démo client majeure. Ce qui aurait dû être une journée de travail de 9 heures en est devenu une de 12. Un tourbillon frénétique de correctifs, de diagnostics et de documentation. À 19h30 ce soir-là, mes yeux brûlaient, mes épaules me faisaient mal, et ma patience était microscopiquement mince. Mon seul réconfort était la pensée de ma maison tranquille, du curry thaï restant dans le frigo, et de la bouteille de bourbon Blanton escouteuse que j'avais gardée pour célébrer le déploiement de mon premier projet en solo. Je me suis arrêté au Magnolia Market pour des citrons verts frais pour ma boisson de célébration. La caissière, remarquant ma fatigue, a plaisanté en disant que j'avais l'air d'avoir besoin de tout le rayon fruits et légumes. Sa simple connexion humaine a momentanément remonté mon moral alors que je parcourais le dernier tronçon jusqu'à la maison, regardant le coucher de soleil peindre le ciel d'orange et de rose flamboyant. En tournant dans ma rue, cette fierté familière a rempli ma poitrine à la vue de ma modeste maison. Puis je l'ai vue. Des lumières brillaient à travers les fenêtres de mon salon. La lumière de mon Porsche, qui fonctionnait avec une minuterie et n'aurait pas dû être allumée avant 1 heure, projetait une flaque jaune sur mes marches. Ma voiture a ralenti. Confusion, puis alarme. Avais-je laissé des lumières allumées ce matin? Impossible. Mon habitude de tout vérifier 2 fois était quasi compulsive. Quelqu'un s'introduisait-il? Notre quartier avait connu quelques cambriolages récemment. Mon cœur battait à tout rompre contre mes côtes. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, pas dans mon allée, ayant besoin d'espace pour évaluer la situation. J'ai appelé Nathan, chuchotant en expliquant la situation. Il m'a dit d'appeler la police, mais quelque chose au fond de moi me poussait à la prudence. Laisse-moi juste jeter un œil par la fenêtre d'abord, ai-je sifflé, approchant de ma propre maison comme un intrus. Alors que je me glissais sur le chemin latéral vers la baie vitrée, un son familier m'a arrêté net. Des rires. Les rires de mes parents, à travers une fente dans les rideaux que je n'avais pas complètement fermés ce matin-là. Je les ai vus. Mes parents nonchalamment installés sur mon canapé comme s'ils étaient chez eux. Ma mère avait enlevé ses chaussures, les pieds repliés sous elle, feuilletant un magazine de décoration que je ne reconnaissais pas. Et mon père, un verre à la main, regardant ma télévision, se servant du bourbon Blanton que j'avais gardé. La vue surréaliste m'a figé. Leur avais-je donné une clé et oublié? Avions-nous prévu une visite qui m'était sortie de l'esprit dans le chaos de la journée de travail? Non. Aucune de ces explications ne collait. C'était une entrée non autorisée, lien de sang ou pas. J'ai mis fin à l'appel avec Nathan, promettant de lui donner des nouvelles plus tard, et j'ai pris 3 profondes inspirations tremblantes avant d'insérer ma clé dans la serrure. Le clic de la serrure a provoqué une onde dans la pièce. Alors que j'ouvrais la porte, mon sac de citron vert pendant à ma main, mon sac d'ordinateur en bandoulière, mes parents ont levé les yeux. Non pas avec culpabilité, mais avec une attente décontractée. « Te voilà » s'exclama ma mère, comme si j'étais en retard à un rendez-vous dans ma propre maison.
On se demandait quand tu rentrerais. Mon salon immaculé, que j'avais laissé parfait ce matin-là, avait été subtilement réarrangé. Mon fauteuil de lecture était tourné vers la télé au lieu de la fenêtre. Un nouveau plaid que je n'avais jamais vu couvrait une partie de mon canapé. Un vase de lys frais. Des lys, qui aggraveraient mes allergies, dominaient ma table basse. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» ai-je demandé, ma voix sortant plus stable que je ne le sentais. « Et comment êtes-vous entré ?» Ma mère a souri avec indulgence, cette expression condescendante qu'elle réservait à mes surréactions amusantes. De son sac à main, elle a sorti une clé de maison argentée attachée à un porte-clés avec une photo de notre famille de ma remise de diplôme du lycée. « On a pensé te faire une surprise », a-t-elle gazouillé, agitant la clé comme si c'était la chose la plus normale du monde à posséder. « Maintenant, c'est une propriété familiale, alors ne faisons pas tout un plat. Et j'ai apporté des rideaux corrects pour cette fenêtre. Ceux que tu as choisis laissent entrer trop de soleil le matin. Tu ne te reposeras jamais correctement. » Mon père a pris une autre gorgée de mon bourbon. « Ta mère s'inquiétait que tu ne manges pas correctement, vivant seul. On a apporté des lasagnes, des vraies, pas cette absurdité végétarienne avec laquelle tu expérimentes. C'est dans le frigo. » L'audace désinvolte de tout cela m'a laissé sans voix. Mon regard passait de la clé dans la main de ma mère au bourbon dans celle de mon père, à la pile de magazines de rénovation qui occupait maintenant la table d'appoint où se trouvaient mes revues d'informatique. Pendant que je traitais encore cette violation totale, ma mère s'était déjà levée et se dirigeait vers ma cuisine. « J'ai réorganisé ton garde-manger. Honnêtement, Max, classer les épices par ordre alphabétique. Qui a le temps pour ça? Je les ai regroupées par fonction à la place. Beaucoup plus efficace quand tu cuisines vraiment. Quelque chose en moi a craqué. Pas violemment, pas de façon spectaculaire, mais avec la finalité silencieuse et terrifiante d'un fil tiré au-delà de son point de rupture. J'ai posé mes sacs. J'ai marché calmement jusqu'à ma porte d'entrée et je l'ai tenue grande ouverte. Une brise fraîche du soir est entrée, apportant l'odeur du jasmin de mon voisin. J'ai souri, pas le sourire accommodant auquel ils étaient habitués, mais un qui n'atteignait pas mes yeux. « Je ne vous ai jamais donné de clé, ai-je dit, ma voix dangereusement égale. Parce que je ne vous ai jamais invité à entrer chez moi sans permission. Ce n'est pas une propriété familiale. C'est ma propriété, achetée avec mon argent, entretenue avec mon travail. Alors, voici ce qui va se passer. Vous allez partir maintenant, me rendre ma clé, et appeler avant de venir à l'avenir, comme toutes les autres personnes dans ma vie ont le respect de le faire. » Les expressions stupéfaites qui ont transformé leur visage auraient été comiques dans tout autre contexte. La bouche de ma mère s'est ouverte et fermée sans un son. La main de mon père s'est figée à mi-chemin de ses lèvres, le bourbon captant la lumière ambrée. Le silence qui a suivi ma déclaration a duré environ 3 secondes avant que les yeux de ma mère ne se remplissent de larmes. Sa réponse standard pour ne pas obtenir ce qu'elle voulait. Ce n'étaient pas les larmes silencieuses et dignes d'une véritable blessure. C'était celle du genre performatif, conçu pour me faire passer instantanément pour le méchant. « Comment peux-tu nous parler de cette façon ?» a-t-elle haleté, pressant une main sur sa poitrine comme si elle était physiquement blessée. « Après tout ce que nous avons fait pour toi, nous t'avons élevé, éduqué, soutenu, et maintenant nous ne sommes même plus les bienvenus dans ta maison. » Mon père a posé le verre avec une lenteur délibérée, un geste que je reconnaissais d'innombrables confrontations d'enfance. Il précédait toujours son passage de la désinvolture à la colère autoritaire. « Tu dois surveiller ton ton, Maxilian, dit-il, utilisant mon nom complet comme il le faisait toujours pour affirmer sa domination. Ta mère s'est donné beaucoup de mal pour t'aider aujourd'hui. » La réponse appropriée est la gratitude, pas cette rébellion d'adolescent. Je pensais que tu avais dépassé cette phase. Je suis resté en position, porte ouverte, expression neutre. Mon ton est parfaitement approprié pour quelqu'un qui trouve des gens non invités dans sa maison. La clé, s'il vous plaît. Les larmes de ma mère se sont transformées en sanglots silencieux, et elle a cherché le soutien de mon père. Il s'est levé, se redressant de toute sa hauteur, une tactique qui m'avait intimidé enfant, mais qui me semblait maintenant presque désespérée. « Nous sommes tes parents », a-t-il déclaré, comme si l'énoncé de ce fait leur accordait automatiquement l'immunité contre les limites sociales normales. Nous n'avons pas besoin de permission pour prendre des nouvelles de notre fils. Ta mère s'inquiétait pour toi, vivant seule. Elle n'a pas dormi correctement depuis que tu as emménagé ici. Ma situation de vie n'est pas responsable de l'insomnie de maman, ai-je répondu, le coupant.
Et être mes parents ne vous donne pas le droit de vous introduire par effraction chez moi. La clé, s'il vous plaît. Les pleurs de ma mère ont brusquement cessé lorsqu'elle a réalisé que sa tactique habituelle ne fonctionnait pas. Elle a changé de stratégie, se dirigeant vers moi les bras tendus pour une étreinte. Chérie, nous voulons juste faire partie de ta vie. Est-ce si terrible? Tu nous manques. J'ai esquivé l'étreinte, maintenant ma position près de la porte. Il y a des façons respectueuses de faire partie de ma vie. Celle-ci n'en est pas une. La clé, s'il vous plaît. L'impasse a continué pendant encore 15 minutes. Mes parents ont parcouru tout leur répertoire émotionnel. Culpabilité, colère, désinvolture, fausse inquiétude, et enfin martyr blessé. J'ai répété ma demande pour la clé 11 fois avant que ma mère ne l'extrait finalement de son sac à main et la pose sur ma table d'entrée plutôt que de me la donner directement. Un petit mais révélateur acte d'agression passive. J'espère que tu réalises à quel point tu es blessant, a-t-elle reniflé, rassemblant son sac et les sacs de course qui, je le remarquais maintenant, contenaient des améliorations non autorisées supplémentaires pour ma maison. Nous voulions seulement aider. Mon père a vidé le reste de mon bourbon avant de se lever. Quand tu te calmeras et que tu y réfléchiras rationnellement, tu réaliseras que tu surréagis. La famille est de la famille, Max. C'est comme ça que ça marche. Les limites aident les familles, ai-je contré, ma voix ferme. C'est comme ça que fonctionnent les relations saines. Alors qu'il se déplaçait à contre-cœur vers la porte, ma mère s'est arrêtée pour ajouter, j'ai laissé quelques notes sur ton réfrigérateur sur les améliorations dont cet endroit a besoin. Le calfeutrage de la salle de bain est atroce, et ses armoires de cuisine sont trop sombres pour un si petit espace. On peut t'aider à tout réparer le week-end prochain. Je ne serai pas disponible le week-end prochain, ai-je dit, sans préciser que mon indisponibilité se prolongerait indéfiniment jusqu'à ce qu'il fasse preuve de respect pour mon autonomie. Leur départ de ma propriété a été marqué par le genre de sortie dramatique que ma mère avait perfectionné au fil des années de désaccords domestiques. Soupir bruyant, regard en arrière, et une dernière pique de mon père. Quand on possède une maison, on réalise à quel point on a besoin d'aide. Ne sois pas trop fier pour appeler quand les choses commenceront à se casser, ce qui arrivera. J'ai fermé la porte derrière eux, j'ai engagé le pêne dormant, et je me suis appuyé contre la surface en bois massif, mon cœur battant comme si j'avais couru un marathon. La maison semblait différente, contaminée par leur présence d'une manière qui transcendait les réaménagements physiques. Une inspection méthodique de ma maison a révélé toute l'étendue de leur ingérence. Ma mère avait en effet réorganisé mon garde-manger, regroupant les épices dans un système compréhensible seulement par elle. Elle avait remplacé mon rideau de douche par un motif floral qui jurait avec mes carreaux de salle de bain. Ma bibliothèque soigneusement organisée avait été réarrangée, certains livres, notamment ceux sur les limites personnelles et la psychologie, mystérieusement relégués à l'étagère du bas. Plus troublant encore, mon bureau à domicile montrait des signes d'un examen approfondi. Les câbles d'ordinateur que j'arrangeais méticuleusement avaient été débranchés et reconnectés à la va-vite. Le tiroir de mon classeur n'était pas complètement fermé, un péché capital dans mon système d'organisation. Et mon carnet contenant des réflexions personnelles et des projets futurs avait été déplacé de son tiroir au bureau. Le réfrigérateur portait cette post-it jaune avec l'écriture en boucle de ma mère, chacun détaillant des améliorations urgentes allant de remplacer le robinet de la salle de bain, l'actuel gaspille de l'eau à envisager des rideaux plus clairs, trop masculins et sombres. La note finale disait simplement « La chambre d'amis ferait une parfaite nurserie un jour. Discutons des couleurs de peinture la prochaine visite. » Le sommeil m'a fui cette nuit-là malgré ma fatigue physique. Je suis resté éveillé, rejouant la confrontation, analysant si j'aurais pu la gérer différemment tout en maintenant mes limites. Vers 2 heures du matin, mon téléphone a commencé à vibrer de messages textes. De maman, je vérifie juste que tu vas bien. Tu semblais très stressé. N'oublie pas que ta tension artérielle a tendance à être élevée comme celle de ton père. De papa, ta mère est contrariée. Appelle-la demain et excuse-toi. Nous essayons seulement d'aider. De maman à nouveau, j'ai trouvé cet article sur les dangers de vivre seul. Je t'envoie le lien. Beaucoup de cambriolages dans la région de Sacramento récemment. De papa à nouveau, ce bourbon est trop cher. Je peux te recommander de meilleures options qui ne videront pas tes économies. La responsabilité financière passe avant les achats de luxe. J'ai mis mon téléphone en silencieux, mais le mal était fait à mon sentiment de sécurité. Même s'ils étaient physiquement partis, leur présence persistait dans ces intrusions numériques.
Le schéma était si familier. Violation des limites suivies de ma responsabilité pour leurs réactions émotionnelles à mes limites raisonnables. À l'aube, j'ai pris 2 décisions claires. Premièrement, je changerai mes serrures immédiatement. Deuxièmement, je ne répondrai pas aux textos, établissant une limite d'information pour compléter la limite physique. Je ne savais pas encore que ces 2 stratégies se révéleraient terriblement insuffisantes dans les semaines à venir. Le serrurier est arrivé à 7h30 le lendemain matin, remplaçant les serrures de mes portes avant et arrière par des modèles de haute sécurité qui ne pouvaient pas être facilement dupliqués. Son sourcil levé face à mon urgence et à ma volonté de payer des frais d'urgence en disait long, mais la discrétion professionnelle l'a empêché de poser des questions. À 8h15, j'avais de nouvelles clés et un sentiment de sécurité restauré qui s'est avéré embarrassamment éphémère. Le lundi suivant, j'étais en pleine revue de code lorsque notre réceptionniste, Stéphanie, a appelé mon poste. « Tes parents sont dans le hall », dit-elle, la confusion évidente dans sa voix. « Ils disent qu'ils te surprennent avec le déjeuner. » La tension familière est revenue dans ma poitrine. J'ai expliqué que je n'étais pas disponible. Stéphanie, Dieu la bénisse, a proposé de transmettre le message, m'épargnant une confrontation directe. À travers les cloisons vitrées séparant notre espace de travail de la réception, j'ai vu l'expression de ma mère passer de l'attente à la déception, puis à la détermination. Pendant 20 minutes, ils sont restés dans le hall, mon père vérifiant périodiquement sa montre tandis que ma mère engageait Stéphanie dans ce qui semblait être une conversation de plus en plus inconfortable. Quand ils sont finalement partis, Stéphanie a apporté un sac en papier à mon bureau. Ils ont insisté pour que tu aies un vrai déjeuner parce que tu avais l'air mince sur ta photo de profil Facebook du mois dernier. À l'intérieur, j'ai trouvé un sandwich à la dinde avec de la mayonnaise, à laquelle je suis allergique, une pomme, acceptable, et une note manuscrite disant « Puisque tu es trop occupé pour la famille, mange au moins quelque chose de nutritif. » Nous essaierons à nouveau quand tu seras moins concentré à impressionner ton patron qu'à entretenir des relations qui comptent vraiment. Mercredi a apporté une nouvelle intrusion. En rentrant du travail, j'ai découvert des sacs de courses sur mon porche. Des denrées périssables comme du lait et de la viande laissée non réfrigérée pendant des heures inconnues. L'écriture de ma mère sur une note collée à un sac disait « J'ai remarqué que ton frigo était presque vide lundi. Pas étonnant que tu perdes du poids. Je me suis permis d'entrer pour ranger ça, mais ta clé ne fonctionne plus. Appelle un serrurier. Quelque chose ne va pas avec tes nouvelles serrures. » Le vendredi, l'escalade a continué. Mon voisin Derek, un enseignant à la retraite avec qui je m'étais lié d'amitié pendant les travaux de jardinage du week-end, m'a approché en rentrant chez moi. « Ton père était ici pendant environ 2 heures aujourd'hui », a-t-il confié. Il a dit que tu lui avais demandé de vérifier les problèmes de fondation. Il faisait le tour de ta maison en regardant par les fenêtres et en vérifiant l'accès au vide sanitaire. Ça semblait bizarre qu'il n'ait pas de clé, mais il m'a montré une photo de vous 2 ensemble, alors je n'ai appelé personne. J'ai remercié Derek pour l'information tout en calculant intérieurement les implications. Mon père n'avait aucune expérience en construction ou en fondation. Son inspection n'était qu'un prétexte à la surveillance, et impliquer mon voisin représentait un nouveau niveau de manipulation, recrutant d'autres personnes pour permettre leur violation de limites. Le week-end n'a apporté aucun répit. Samedi matin, un serrurier, pas celui que j'avais utilisé, a frappé à ma porte avec un ordre de travail appelé par le propriétaire pour créer de nouvelles clés. Quand j'ai expliqué que je n'avais pas passé cette commande, il m'a montré le formulaire de demande de service indiquant le nom et les coordonnées de mon père. J'ai renvoyé le serrurier et j'ai immédiatement reçu un texto de mon père. J'essaie juste d'aider avec ta situation de serrure. Pas la peine d'être difficile. Dimanche matin, ma mère a assisté par hasard au même service dans ma nouvelle église, s'asseyant à côté de moi avant que je ne réalise sa présence et se présentant à tout le monde dans ma rangée comme la mère de Max, qu'il ne visite pas assez. Pendant le café après, elle a réussi à distribuer son numéro de téléphone à 3 membres de l'église, les encourageant à appeler si le Max a besoin de quoi que ce soit puisqu'il est tout seul dans cette grande maison. La pression sociale s'est étendue au-delà des actions directes de mes parents. La 2e semaine après l'incident initial, des membres de la famille élargie ont commencé à me contacter. Tante Patricia a appelé pour me dire que je brisais le cœur de ma mère avec cette crise d'indépendance puérile. Oncle George a envoyé par email des articles sur les soins aux personnes âgées et l'importance de maintenir les liens familiaux avant qu'il ne soit trop tard. Mon cousin Steven, avec qui j'avais toujours été proche, m'a envoyé un texto pour demander « Qu'est-ce que j'entends dire que tu as interdit à tes parents de venir chez toi ?» Pendant ce temps, 3 amis du lycée,
des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années, m'ont soudainement contacté sur les réseaux sociaux avec des variantes de « J'ai entendu dire que tu as des problèmes de famille, et ta mère a l'air vraiment contrariée ». La nature coordonnée de ces contacts a confirmé mes soupçons. Mes parents travaillaient systématiquement à créer une pression externe pour me forcer à revenir à la conformité avec leurs attentes. Le point de rupture est arrivé 3 semaines après cette invasion initiale. Travaillant tard pour éviter de rentrer chez moi, un état psychologique que je n'avais pas connu depuis le lycée, je suis finalement rentré chez moi vers 21h. La lumière du porche a éclairé une scène qui m'a arrêté sur le seuil. À travers la fenêtre de mon salon, je pouvais voir que toutes les portes des armoires de cuisine étaient ouvertes. Les tiroirs avaient été sortis. Le contenu de mon garde-manger semblait à nouveau réarrangé. En parcourant ma maison avec une incrédulité croissante, j'ai découvert que ma mère avait complètement réorganisé ma cuisine selon son système, jetant les contenants de stockage qu'elle jugeait inutiles et étiquetant les étagères avec ses arrangements préférés. Dans mon bureau, mon père avait réparé mon bureau d'ordinateur en le surélevant de 5 cm avec des blocs de bois, laissant une note expliquant que c'était mieux ergonomiquement pour quelqu'un de ta taille. Ma configuration de moniteur soigneusement calibrée avait été ajustée, les câbles réacheminés, et plus alarmant encore, mon disque dur de sauvegarde externe était maintenant connecté différemment. Une vérification des images de ma caméra de sécurité, installée après le changement de serrure, a révélé la vérité écœurante. Ils avaient convaincu ma voisine d'à côté, Lisa, qu'ils apportaient des rénovations surprises pendant que j'étais au travail. Lisa, qui ne les avait jamais rencontrés auparavant, avait été persuadée de les laisser accéder à mon jardin, où ils ont récupéré la clé d'urgence que je gardais cachée pour les véritables urgences. Cette violation transcendait le simple franchissement de limites. Elle représentait un mépris total de mes souhaits explicites et une campagne sophistiquée pour saper mon indépendance. Alors que je me tenais dans ma cuisine réarrangée, une clarté soudaine et terrifiante a émergé à travers le brouillard de la frustration. Changer les serrures ne suffisait pas. J'avais besoin d'une stratégie globale pour aborder les dimensions psychologiques et sociales de ce conflit, pas seulement l'accès physique. Le lendemain matin, au lieu d'aller travailler, je me suis déclaré malade pour la première fois en 3 ans et j'ai pris un rendez-vous d'urgence avec le docteur Rachel Winters, une thérapeute que je voyais occasionnellement pour travailler sur les schémas de mon enfance. Je suis arrivé à son cabinet avec des cernes sous les yeux et une liste de 3 pages dactylographiées des violations de limites survenues en seulement 3 semaines. Ce que nous observons est une explosion d'extinction, a expliqué le docteur Winters après avoir examiné ma situation. Lorsque des comportements bien ancrés rencontrent soudainement une résistance, ils s'intensifient souvent de façon spectaculaire avant de s'atténuer. Vos parents escaladent parce que vos limites menacent leur sentiment de contrôle et leur identité de parents. Pendant 90 minutes, nous avons développé un plan d'intervention stratégique. J'avais besoin de limites claires et applicables avec des conséquences spécifiques, communiquées dans un cadre neutre où mes parents ne pourraient pas contrôler l'environnement. Le docteur Winters a joué avec moi les réponses parentales potentielles, me préparant aux tactiques de manipulation émotionnelle qui suivraient inévitablement. Rappelez-vous, a-t-elle souligné à la fin de notre session, leur réaction à des limites raisonnables est une information sur eux, pas sur la validité de vos besoins. Vous avez à la fois le droit et la responsabilité de protéger votre espace physique et émotionnel. Cet après-midi-là, j'ai consulté Anthony Garcia, un ami d'université devenu avocat immobilier. Il m'a exposé mes options légales concernant l'entrée non désirée, soulignant que bien que poursuivre une action en justice contre sa famille soit émotionnellement compliqué, documenter chaque incident renforcerait ma position si des ordonnances restrictives devenaient un jour nécessaires. Envoyez une lettre recommandée avec accusé de réception révoquant explicitement la permission d'entrer dans votre propriété, a conseillé Anthony. Cela crée une trace écrite et clarifie que les futures entrées constituent une violation de domicile, indépendamment du lien de parenté. Armé de conseils professionnels, j'ai exécuté la phase suivante de mon plan. J'ai envoyé un texto à mes parents, les invitant à dîner chez Castellano, un restaurant italien haut de gamme à égale distance de nos maisons. Le territoire neutre empêcherait les scènes. Ma mère détestait l'embarras public plus que presque tout. Et l'heure de la réservation, 18h30 un mardi, limiterait naturellement la durée de l'interaction en raison de la popularité du restaurant et du roulement des tables. Leur réponse a été immédiate et révélatrice. Mon père a textoté, « Tu reviens enfin à la raison, ta mère sera contente ». Ma mère a appelé dans les minutes qui ont suivi, « Je prévois déjà d'arriver en avance pour discuter de quelques idées pour la rénovation de ta salle de bain d'invités ». Ces réponses ont confirmé qu'ils interprétaient mon invitation non pas comme une conversation pour fixer des limites,
mais comme une capitulation, exactement comme le docteur Winters l'avait prédit. Le mardi soir est arrivé avec une anxiété qui me nouait l'estomac, que je n'avais pas ressenti depuis les examens finaux de l'université. Je suis délibérément arrivé 20 minutes en avance pour sécuriser notre table et établir un avantage psychologique du terrain, pour découvrir que mes parents étaient déjà assis. Ma mère réarrangeait les couverts et mon père interrogeait le serveur sur les sélections de vins que mon fils pourrait apprécier. Nous avons pris la liberté de commander des hors-d'œuvre, a annoncé ma mère alors que je m'asseyais. Tu mets toujours trop de temps à te décider et la bruschetta ici est apparemment exceptionnelle. Et j'ai choisi un Barolo qui ne ruinera pas ton budget, a ajouté mon père. La marge sur le vin dans les restaurants est du vol qualifié, mais celui-ci est raisonnable. Leur présomption s'étendant même à ce repas que j'avais initié et que je paierais, illustrait parfaitement la dynamique que je devais aborder. J'ai attendu après les commandes de boissons et les hors-d'œuvre, permettant au rituel social d'établir un vernis de normalité avant d'introduire le véritable but de notre réunion. Je vous ai invité ce soir parce que nous devons discuter de quelque chose d'important, ai-je commencé, gardant ma voix mesurée malgré mon cœur qui battait la chamade. La dynamique actuelle entre nous ne fonctionne pas et je veux établir des schémas plus sains avant que notre relation ne subisse des dommages permanents. Ma mère a immédiatement tendu la main vers la mienne à travers la table. Nous nous inquiétions exactement de ça. Tu as été distant et froid et nous sommes préoccupés par ton isolement dans cette maison. Ton père et moi parlions d'eux. S'il te plaît, laisse-moi finir, ai-je interrompu doucement mais fermement. Il ne s'agit pas de ma maison ou de mes choix de vie. Il s'agit de limites et de respect entre adultes. J'ai sorti une petite fiche de ma poche, non pas parce que j'avais besoin de notes pour cette conversation que j'avais répétée à maintes reprises, mais parce que l'objet physique fournissait un point de mire concret. Je veux être clair sur 3 limites spécifiques à l'avenir. Premièrement, personne n'entre chez moi sans une invitation explicite à chaque fois. Avoir une clé, qui a été obtenue à mon insu, ne constitue pas une permission permanente d'entrée. L'expression de mon père s'est assombrie. C'est ridicule. Nous sommes une famille, pas des étrangers. Deuxièmement, ai-je continué comme s'il n'avait pas parlé. Mes espaces personnels et professionnels sont à moi pour les organiser et les entretenir selon mes préférences. Les commentaires ou critiques sur ma décoration, mon organisation ou mes choix de vie ne sont les bienvenus que lorsque je demande spécifiquement un avis. Les yeux de ma mère se sont agrandis. Alors, nous sommes censés prétendre que nous ne remarquons pas quand tu vis dans des conditions qui ne sont pas à la hauteur d'eux. Troisièmement, ai-je insisté, la coupant. La communication avec mes amis, collègues, voisins ou famille élargie à mon sujet nécessite mon consentement. Recruter d'autres personnes pour me mettre la pression est inapproprié et endommage plusieurs relations, pas seulement la nôtre. Le silence qui a suivi a duré jusqu'à l'arrivée de nos plats principaux. Ma mère fixait ses pattes sans y toucher, des larmes se formant, mais contenues par le cadre public. Mon père coupait méthodiquement son poulet parmesan en carrés précis. Un geste de contrôle que je reconnaissais des dîners d'enfance après l'avoir déçu. Alors c'est ça, a-t-il finalement dit, sa voix empreinte de colère froide. Tu as unilatéralement décidé que nous sommes des influences toxiques à gérer. J'ai décidé que je suis un adulte qui mérite le même respect que vous accorderiez à n'importe quel autre adulte, ai-je clarifié. Ces limites ne sont pas des punitions. Elles sont le fondement d'une relation plus saine où nous pouvons réellement apprécier la compagnie les uns des autres sans ressentiment sous-jacent. Le sang-froid de ma mère a finalement cédé. Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi, a-t-elle pleuré, sa voix s'élevant malgré le cadre du restaurant. C'est comme ça que tu nous remercies, en nous traitant comme des intrus. En nous embarrassant en public avec cette intervention. Plusieurs convives à proximité ont jeté un coup d'œil dans notre direction. Le serveur qui s'approchait avec des recharges d'eau s'est détourné vers une autre table. Je n'essaie d'embarrasser personne, dis-je calmement. C'est pourquoi j'ai choisi une table privée dans un restaurant au lieu d'avoir cette conversation dans mon salon ou le vôtre. J'essaie de trouver une voie à suivre qui respecte les besoins de chacun. Tes besoins semblent être d'exclure ta famille de ta vie, a contré mon père, sa voix tendue de colère contenue. Ce n'est pas une limite, Max. C'est un rejet des personnes qui ont fait de toi ce que tu es. Je ne vous exclus pas, ai-je expliqué patiemment. Je demande des interactions basées sur le respect mutuel plutôt que sur une autorité présumée. Vous êtes les bienvenus dans ma vie et ma maison, avec une invitation et une considération pour mon autonomie. La conversation s'est rapidement détériorée à partir de là. Ma mère a abandonné toute prétention de sang-froid.
Les larmes coulant librement alors qu'elle détaillait les sacrifices faits pendant mon enfance. Les leçons de musique que j'avais supplié d'avoir. L'équipement sportif pour lequel il s'était serré la ceinture. Mon père est passé de la colère froide aux menaces ouvertes, suggérant qu'il pourrait avoir besoin de repenser l'aide financière avec tes prêts étudiants, des prêts que je gérais de manière indépendante depuis mon diplôme, et de reconsidérer les discussions sur l'héritage que nous avons eu. Une référence manipulatrice à un argent futur hypothétique que je n'avais jamais pris en compte dans ma planification. Quand ma mère a commencé à raconter bruyamment mes urgences médicales d'enfance et comment elle avait dormi à côté de ton lit d'hôpital pendant 3 nuits quand tu avais une pneumonie, attirant les regards des tables voisines, j'ai reconnu la futilité de continuer. Ce lieu public, choisi pour empêcher exactement cette scène, était plutôt devenu un théâtre pour leur performance émotionnelle. J'ai demandé l'addition, j'ai payé alors qu'ils étaient encore en pleine dispute, et je me suis levé pour partir. Je tiens à vous deux, ai-je dit calmement. C'est pourquoi j'essaie d'établir une relation qui fonctionne pour nous tous en tant qu'adultes. J'espère que vous considérerez ce que j'ai dit une fois que les émotions ne seront plus aussi vives. Les derniers mots de mon père alors que je m'éloignais, ne t'attends pas à ce que nous accourions la prochaine fois que tu auras besoin d'aide avec cette maison qui est un gouffre financier, résonnait dans mes oreilles alors que je rentrais chez moi en voiture. J'étais à la fois soulagé que la confrontation soit terminée et dévasté par son échec prévisible. La conversation ratée au dîner a rendu une chose abondamment claire. Les limites verbales seules ne suffiraient jamais. Le lendemain matin, j'ai mis en œuvre le plan de sécurité complet qu'Anthony m'avait aidé à développer. Un serrurier a installé des peines dormants de qualité commerciale avec des clés qui ne pouvaient pas être dupliquées sans formulaire d'autorisation signé. Des claviers électroniques avec des codes programmables ont remplacé les serrures traditionnelles sur les 2 portes extérieures, me permettant d'accorder un accès temporaire si nécessaire sans distribuer de clés physiques. Un système de sécurité complet a suivi. Des capteurs de porte, des détecteurs de mouvement et des alarmes de fenêtres connectés à un service de surveillance avec mes parents explicitement listés comme utilisateurs non autorisés qui ne pouvaient pas demander de dérogation au système. La caméra de sonnette que j'avais installée plus tôt a été complétée par des caméras extérieures supplémentaires, couvrant tous les points d'entrée potentiels, avec des images sauvegardées sur un stockage cloud auquel moi seul pouvais accéder. Derek, mon voisin retraité qui avait été recruté à son insu dans les stratagèmes de mes parents, est devenu un allié précieux une fois que je lui ai expliqué la situation. Ma sœur a fait des coups similaires avec mon neveu, a-t-il confié. Certaines personnes ne peuvent pas accepter quand la relation parent-enfant évolue. Je garderai un œil et je te préviendrai s'il se présente pendant que tu es au travail. J'ai fourni un contexte similaire à mes voisins directs des 2 côtés et de l'autre côté de la rue, présentant la situation avec tact comme mes parents ont du mal à respecter les limites alors que j'établis mon indépendance plutôt que de détailler l'étendue de leurs violations. Ce réseau de voisins avertis a créé un filet de sécurité communautaire sans brûler les ponts par une divulgation excessive. Les mesures de sécurité physique ne traitaient qu'une dimension du problème. Les limites émotionnelles nécessitaient une protection tout aussi rigoureuse. J'ai rédigé un email clair à mes 2 parents établissant une pause de communication de 2 semaines pour permettre à chacun de digérer notre conversation au dîner. J'ai précisé que pendant cette période, je ne répondrai pas aux appels, textos, emails ou contacts sur les réseaux sociaux de leur part. Je ne m'engagerai pas non plus avec les membres de la famille élargie ou les amis agissant comme intermédiaires. Après cette période de réflexion, ai-je écrit, je serai ouvert à la communication par texto alors que nous reconstruisons la confiance. Les visites en personne pourront reprendre une fois que nous aurons établi un modèle d'interaction numérique respectueuse, avec un préavis et une invitation explicite requis à chaque fois. La réponse a été prévisible, mais toujours douloureuse. Ma mère a appelé cette fois dans l'heure qui a suivi la réception de mon email, laissant des messages vocaux de plus en plus affolés allant de « Je ne peux pas croire que tu couperais les ponts avec ta propre mère » à « Et s'il y a une urgence familiale ?» L'approche de mon père était plus froidement stratégique, avec un seul email décrivant toutes les façons dont mon comportement immature nuirait à mes relations, mes perspectives de carrière et mon bonheur futur. Fidèle à ma parole, je n'ai répondu à aucun des 2. Bien que chaque contact ait mis ma résolution à l'épreuve, j'ai temporairement mis en sourdine les membres de ma famille sur les réseaux sociaux et créé des filtres de mail pour diriger leurs messages vers un dossier que je pourrais examiner lorsque je serais émotionnellement préparé, plutôt que de les laisser prendre d'assaut ma boîte de réception. Le premier véritable test de mes nouvelles limites est arrivé plus tôt que prévu. 3 jours après le début de la pause de communication, mon système de sécurité m'a alerté d'une activité à ma porte d'entrée pendant que j'étais au travail.
La vidéo en direct montrait mes parents essayant d'utiliser une clé dans mes serrures nouvellement changées, puis sonnant à plusieurs reprises. Lorsque ces efforts ont échoué, mon père a fait le tour jusqu'à la porte arrière tandis que ma mère est restée à l'avant, créant une tentative à 2 volets pour entrer, trouvant tous les points d'accès sécurisés. Ils se sont finalement retirés dans leur voiture où ils sont restés garés devant ma maison pendant 27 minutes. L'incident entier a été enregistré sous plusieurs angles, fournissant une documentation que j'espérais ne jamais avoir à utiliser, mais que je me sentais rassuré de posséder. J'ai gardé mon sang-froid et je les ai appelés depuis mon téléphone de bureau, qu'ils ne reconnaîtraient pas sur l'afficheur. Quand ma mère a répondu, j'ai calmement déclaré « Je peux voir que vous êtes chez moi en ce moment grâce à mes caméras de sécurité. » Cela viole la limite que j'ai établie concernant les visites nécessitant une invitation. Veuillez quitter ma propriété immédiatement. Nous pourrons en discuter après la pause de communication de 2 semaines dont nous avons convenu. Mon père a attrapé le téléphone. C'est ridicule, Max. Ta mère a apporté de la soupe maison parce qu'elle a entendu par la cousine de Stéphanie qu'il y a une gastro qui circule dans ton bureau. On essaie d'aider, pas d'envahir. La mention de Stéphanie, une réceptionniste qu'ils avaient rencontrée exactement une fois lors de leur embuscade pour le déjeuner au travail, et de sa cousine, quelqu'un que je n'avais jamais rencontré, illustrait à quel point il suivait ma vie de manière extensive à travers les liens sociaux. Cette révélation n'a fait que renforcer ma résolution. Je comprends que vous pensez aider, ai-je répondu d'un ton égal. Cependant, j'ai été clair sur mes limites. Veuillez les respecter en partant maintenant et en honorant la pause de communication dont nous avons discuté. Ils sont partis, mais non sans que ma mère ne place le récipient de soupe bien en vue sur mon perron, directement dans le champ de ma caméra. Une reconnaissance passive-agressive qu'ils savaient qu'ils étaient enregistrés. Aussi difficile que cette confrontation ait été, elle représentait ma première application réussie d'une limite avec des conséquences en temps réel. J'étais resté calme, j'avais affirmé ma position clairement, et j'avais suivi jusqu'au bout sans capituler à la manipulation émotionnelle. C'était une petite victoire, mais une victoire significative dans la campagne plus large pour la recalibration de la relation. L'allié inattendu est apparu une semaine après le début de la pause de communication. Mon téléphone a affiché un numéro inconnu un soir, que j'ai presque ignoré, supposant que c'était une autre manœuvre parentale pour contourner mes limites. Quelque chose m'a poussé à répondre, révélant la sœur de mon père, tante Rebecca, que j'avais toujours aimée mais que je voyais rarement car elle vivait au Colorado. « J'espère que ça ne te dérange pas que je t'appelle à l'improviste », a-t-elle commencé. « Mais ta mère m'appelle tous les jours à propos de ta rébellion, et j'ai pensé que je devais entendre ta version avant de me faire une opinion. » Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, je me suis retrouvé à parler avec quelqu'un qui comprenait vraiment la dynamique en jeu. Rebecca a partagé sa propre histoire de lutte de limite avec mes parents, en particulier la tendance de ma mère à réorganiser sa maison lors de ses visites et les commentaires financiers de mon père déguisés en conseils. Ils ont fait la même chose quand j'ai acheté mon condo après mon divorce, a-t-elle révélé. Ils sont arrivés sans prévenir. On fait faire des clés. On sommeau réarrangé ma chambre comme une surprise. Quand je les ai confrontés, ta mère a pleuré pendant 3 jours et ton père a suggéré que mes hormones me rendaient ingrate. La validation de Rebecca, que je ne surréagissais pas ou n'était pas déraisonnable, a fourni une ancre psychologique dont j'avais désespérément besoin. Sa perspective de quelqu'un qui aimait mes parents mais reconnaissait leurs problèmes de limite offrait un aperçu équilibré sans le biais de mon implication émotionnelle. Il m'a fallu près de 2 ans de limites constantes avant qu'il n'accepte mon autonomie, a-t-elle admis. Il y a eu beaucoup de rechutes et de culpabilisation, mais nous avons finalement atteint une relation fonctionnelle. Pas parfaite, mais fonctionnelle. Tu peux y arriver aussi, mais seulement si tu tiens bon maintenant, quand c'est le plus difficile. Elle a proposé de leur parler en tant que tierce partie neutre, expliquant comment leur comportement apparaissait d'un point de vue extérieur et les aidant potentiellement à comprendre les dommages qu'ils causaient à notre relation. J'ai accepté avec gratitude, reconnaissant que parfois les messages reçus de père ont un poids que les mêmes mots venant des enfants, même adultes, ne peuvent avoir. La conversation avec tante Rebecca a marqué un tournant dans mon approche. J'avais conceptualisé la situation comme un conflit binaire, mes limites contre leur invasion. Mais elle m'a aidé à la voir comme une transition difficile nécessitant un ajustement de toutes les parties. Ce recadrage n'excusait pas leur comportement, mais le contextualisait de manière à le rendre moins personnellement blessant et plus reconnaissable comme leur limitation plutôt que mon échec. Le chemin vers un nouvel équilibre n'a pas été rapide ni simple, mais il a été constant.
La pause de communication de 2 semaines s'est étendue à 3 lorsque mes parents ont tenté de la contourner lors du mariage de ma cousine, où ils m'ont coincé près de la table des cadeaux pour discuter de cette situation ridicule. Je me suis calmement excusé et j'ai plus tard envoyé un email de réinitialisation prolongeant la pause jusqu'à ce que nous puissions nous mettre d'accord sur les paramètres d'interaction de base. À la 4e semaine, des signes d'ajustement ont commencé à apparaître. Ma mère a envoyé un texto, un seul, pas le barrage habituel, qui disait simplement « Quand tu seras prêt à parler, nous le serons aussi ». Sans pression. Il ne contenait aucun langage culpabilisant, aucune référence à ma cruauté ou à leur inquiétude. Ce simple message représentait un progrès significatif dans le respect des limites que j'avais établies. 2 jours plus tard, mon père a suivi avec un email dépourvu de son ton condescendant habituel. Ta tante Rebecca a suggéré que nous avons peut-être outrepassé nos droits. Ce n'était pas notre intention. J'aimerais mieux comprendre ta perspective quand tu seras ouvert à la partager. Ces branches d'olivier timides ont permis un réengagement prudent. J'ai répondu en appréciant leur message et j'ai suggéré un appel téléphonique le week-end suivant, un choix délibéré, offrant une connexion tout en maintenant une distance physique. L'appel, bien que parfois tendu, est resté largement productif car j'ai réaffirmé mes limites et, surtout, ils ont réellement écouté sans rejet immédiat. 3 mois après la confrontation initiale, nous avons atteint une entente fragile mais fonctionnelle. Mes parents appelleraient ou enverraient un texto avant toute visite, attendant une réponse affirmative avant d'arriver. Ils ne commentaient plus l'organisation de ma maison ou ma décoration, sauf si je sollicitais spécifiquement leur avis. Plus significativement, ils ont commencé à me reconnaître comme un adulte indépendant avec des préférences valables plutôt qu'un enfant faisant des choix qu'ils devaient corriger. La première visite véritablement respectueuse a eu lieu 4 mois après l'incident. Ma mère a appelé 3 jours à l'avance, demandant si le dimanche après-midi leur conviendrait pour passer. Elle a précisé qu'il resterait environ 2 heures et a demandé s'il y avait quelque chose qu'il pouvait apporter plutôt que de supposer ce dont j'avais besoin. Mon père a appelé le matin de la visite, confirmant leur heure d'arrivée et vérifiant si cela convenait toujours. Ces petites courtoisies, en apparence, représentaient des changements monumentaux dans notre dynamique. Pendant la visite elle-même, ma mère s'est visiblement mordu la langue quand elle a remarqué que j'avais peint ma chambre d'amis d'un bleu profond qu'elle n'aurait jamais choisi. Mon père s'est abstenu de m'interroger sur mes cotisations de retraite quand j'ai mentionné une prime au travail. Il faisait clairement des efforts, aussi inconfortables soient-ils, pour respecter les limites que nous avions établies. Alors que notre relation se recalibrait, j'ai remarqué des effets d'entraînement positifs dans d'autres domaines de ma vie. La confiance acquise en tenant tête à mes parents s'est traduite par une plus grande assurance au travail. Lors d'une réunion de planification de projet, j'ai respectueusement mais fermement repoussé lorsque mes idées étaient interrompues à plusieurs reprises, gagnant un signe d'approbation de mon superviseur et établissant un précédent pour une dynamique d'équipe plus équitable. Mes nouvelles compétences en matière d'établissement de limites ont également amélioré ma vie amoureuse. Lorsque Michael, un homme que je voyais de manière décontractée, a commencé à manifester des comportements de contrôle préoccupants, m'envoyant des textos à répétition lorsque je ne répondais pas immédiatement et remettant en question mes projets sociaux indépendants, j'ai abordé le problème directement plutôt que de m'accommoder pour maintenir la paix. Au lieu d'escalader comme je le craignais, la communication claire a en fait renforcé notre connexion, menant à une relation plus équilibrée, construite sur le respect mutuel. Même mes amitiés ont bénéficié de cette croissance personnelle. Je me suis retrouvé plus à l'aise pour exprimer mes préférences plutôt que de tomber par défaut dans des comportements visant à plaire aux autres. Lorsque mon ami Jordan a suggéré un restaurant que je n'aimais pas pour notre dîner mensuel, j'ai simplement proposé une alternative plutôt que d'acquiescer silencieusement comme je l'aurais fait auparavant. Cette authenticité, paradoxalement, a approfondi notre connexion plutôt que de créer le conflit que j'aurais craint autrefois. 6 mois après ce mardi soir où j'ai trouvé mes parents dans mon salon, j'ai organisé une petite pendaison de crémaillère, la célébration appropriée que ma maison méritait. Mes parents y ont assisté en tant qu'invités, arrivant à leur spécifier avec un cadeau de pendaison de crémaillère attentionné, un tampon d'adresse personnalisé que j'avais en fait mentionné vouloir, plutôt que des améliorations de maison non sollicitées. En les regardant interagir respectueusement avec mes amis, collègues et voisins, se présentant sans histoire d'enfance embarrassante ou commentaires désobligeants, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, fierté de notre croissance collective, gratitude pour la confrontation difficile mais nécessaire qui a catalysé le changement, et espoir pour la relation en évolution que nous construisions sur des fondations plus saines. Ce soir-là, alors que mon père aidait à nettoyer sans réorganiser ma cuisine, et que ma mère complimentait ma maison sans suggérer d'amélioration,
j'ai reconnu la vérité profonde qui avait émergé de ce chapitre difficile. La propriété s'étend bien au-delà des actes de propriété et des paiements hypothécaires. La véritable propriété englobe vos décisions, vos limites et votre droit de définir les relations en des termes mutuellement respectueux. Les clés de la maison dans ma poche représentaient plus qu'un accès à un espace physique. Elles symbolisaient l'autorité de déterminer qui entrait à la fois dans ma maison et dans ma vie, dans quelles conditions et avec quelles attentes. Cette autorité n'était pas gardée égoïstement, mais administrée avec réflexion, créant un espace pour une connexion authentique plutôt qu'une conformité obligatoire. Alors que mon dernier invité partait et que mes parents se préparaient à partir sans supposer qu'ils resteraient dormir ou reviendraient sans prévenir, ma mère s'est arrêtée à la porte. « Ton grand-père serait fier de cet endroit », a-t-elle dit simplement. « Et de toi ?» Le commentaire, exemple de manipulation ou d'arrière-pensée, ressemblait à la confirmation finale de notre nouvelle dynamique. Nous avions parcouru un chemin difficile ensemble et en étions sortis avec quelque chose de plus précieux qu'un accès ou une autorité incontestée. Nous avions construit un respect mutuel. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de dire non à ceux que vous aimez le plus. Non pas par rejet ou par dépit, mais par engagement envers une relation authentique. En établissant ces limites, je n'avais pas perdu ma famille. J'avais créé les fondations d'une famille plus saine. Avez-vous déjà eu à fixer des limites difficiles avec des membres de votre famille qui ne respectaient pas votre indépendance? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Si mon histoire a résonné en vous, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner pour plus de leçons de vie réelle sur la navigation dans les relations compliquées. Merci d'avoir écouté et souvenez-vous, posséder vos limites est la première étape pour posséder votre vie. ¡Ah! Vale, me cae todo. Dice, Ominous suena como boss. Como boss. Como un boss. Sí, me da miedo. Es un raid, creo, dice. Tráeme Unidorme. Trae Unidorme, dice. Ah, no sabía que era típico. Sí, Project, para mí sí. ¿Qué sé yo? He visto 1000 veces anime con uniformes. Project, nunca viste anime, no me jodas. No me jodas, Project. No me jodas que nunca viste anime. Enseguida vuelvo, anda tranqui, Javito. Anda tranqui, acá no te va a matar ningún monster. Ah, se desconectó. Bueno, está bien. Mejor. Mejor porque me da miedo que le maten. Vale. Bueno, a ver. Voy a ir con The Blackie. Voy a ir con The Blackie. ¿Qué tipo de animes ves que usan esos uniformes? Hay un montón, amigos, es normal. Porque ustedes lo están tirando para un lado extraño para mí. Pero para mí, yo lo he visto, hay un montón de animes de colegios. Allá en Japón, los colegios, por lo general, no siempre, pero las chicas usan pollera, digamos, minifalda, digamos, no sé. No minifalda, pollera normal. Vale. Y los chicos pantalón, pero yo soy pro que todos usen lo que se les cante. Tipo, no me gusta esa modalidad. Vale. Porque hay muchas chicas que no les gusta usar coso. ¿Y esto? Esto es un spawn. Y está funcionando. Ahora, pregunta seria. ¿Dónde están respawneando? Acá no están Vale, están respawneando abajo para poco. Voy a bajar, Estoy bajando, pero ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Necesito tener una salida para subir, para un poco. Para poquito. Acá hay otro cofre. ¡Ah! ¡Abrí un cofre! Y bueno, le emboqué a un cofre, qué sé yo. ¿Vale? Nada más me vas a dar. Gracias. Dice, me acordé que el Rubio jugó eso, me dice. Es la de Yandere Simulator. Ah, yo vi algo de eso. Yo vi algo de eso también. La de Yandere Simulator. A ver, está bueno ese juego. Yo lo quiero chequear. Vale. Oh, este cofre funcionó. Este cofre recolino. ¡Opa! ¡No me jodas! ¿Qué andas haciendo? Estás picante con esas cosas, Estás picante con eso. Vale, tiro esto. Bueno, acá arriba hay un spawner de Blackie que está funcionando. Pero no sé qué pedos. No están respawneando. Vale, voy a subir de vuelta, a ver. Necesito subir hacia el monster. Me imagino... ¿Qué dice? Voy a leer, para de Blackie, ya te leo. Voy a leer. Dice... creo que tengo, pero Itachi se va a morir. ¡Ah! Tenemos que beber un frasco ominoso. Así tendremos llaves azules. Con solo beber ese frasco, dice. Vale, Blackie, perdón que no te había leído. Es que no sé a dónde leer, hay muchos chats. Dice, al final no tengo.
Vale, pero ¿y ese frasco ominoso? Esa palabra, ominoso. Es que ¿dónde lo conseguimos? ¿Dónde conseguimos el frasco secreto de Blacky? Iluminanos con tu sabiduría de Blacky, 100%. No tengo ni idea, amigos. ¿Tiene que ver con un monstruo que tengo abajo de mi casa? No. ¿Con el monstruo silencioso? No me jodas. Ustedes saben lo que hay abajo de mi casa, ¿no? Hay tremendo monster. No me digan que tiene que ver con eso. No me digan que hay que matar a ese monster. No, por favor, Por favor. No me jodan. Amigos, abajo de mi casa hay tremendo monster. Ustedes lo saben, Ustedes lo saben que hay una cueva con un monster. No quiero volver, pero sí, en parte. Tengo miedo. Dice... Y hay cofres que muerden, po. No me jodas, ¿qué cofres muerden? ¿Dónde? No, ¿dónde sería eso? Amigos, abajo de mi casa hay un monster. Hay un monster que vos tenés que ir agachado y no puedes hacer ruido. Y es todo azul. Puede tener que ver con la llave azul, pero no estoy seguro. Me gustaría que Blacky me ilustre un poco. Ilustrame, Blacky. Ilustrame con tu sabiduría. Con tu sabiduría, 100%. Vale. Este es el cofre. Este es el cofre que yo quería abrir. Lo encontré, mira, tiene un CD. Esa cosa mágica, no sé qué será. ¿Y la manzana? Acá no era la manzana. Tenemos que derrotar a los capitanes saqueadores. ¡Ah, la tiene re clara! ¿Y dónde se encuentran? De Blacky, ¿en qué cueva? ¿En esta no está? No, sí. O hay partes que no hemos recorrido. Para un poco. Para un poquito. Algo me huele raro acá, Esto está extraño. Mira. Qué raro esto. Voy a entrar. Voy a entrar a la zona secreta. Qué extraño. Son los saqueadores que van las aldeas de los aldeanos. Ah, ya sé quiénes son. ¿Esos que vienen los invasores? No. ¿O estoy loco? Vale,